Si vous nous retrouvez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui de regarder Info TV et surtout de suivre votre programme Espace Miné. On le disait en ouverture dans le cadre de mardi, entrepreneuriat, nous parlons de la guerre des prix, comment survivre et gagner face aux concurrents. Comme d'habitude, nous allons d'abord passer la parole à Ibrahim Maxime qui nous plante le décor. Alors parfait, merci pour la parole qui est donnée, la guerre des prix, comment survivre et pouvoir gagner face aux concurrents. Ça devient une réelle problématique en Afrique. Je vais quitter de l'Afrique, peut-être je vais revenir progressivement vers le Cameroun. Parfait, c'est là où tout se décide en réalité au niveau des prix. Il y a des gens dans notre passé historique qui se rassuraient de fournir un certain nombre de choses aux pays africains, au Cameroun. Et dans tout ce qu'ils étaient en train de fournir à ces Africains-là, ils avaient fixé un certain niveau de pilier de contrôle. Et l'un des piliers de contrôle, c'est le prix. Alors, lorsqu'un acteur vient de nouveau pour intégrer dans le marché, ce qu'ils font, c'est qu'ils diminuent, ils baissent le prix pour voir si le nouveau acteur a la capacité de maintenir également son prix ou de suivre la même dynamique. Souvent, nous, ici en Afrique, ce qu'on fait, c'est que quand quelqu'un a baissé le prix, nous aussi, on baisse le prix. Parce qu'on s'est dit initialement que bon, comme on vend ce téléphone à 1200, si je mets à 800 francs, je suis sûr que la plupart des clients vont venir chez moi. C'est une stratégie qui vise notamment à essayer de conquérir un marché et d'attirer l'attention, d'attirer les clients. Sauf que lorsque vous décidez que ce téléphone qui coûtait 1200, vous le vendez à 800 et que vos concurrents décident qu'on le vend à 700. Vous commencez à réfléchir, bon, comme ils ont aussi baissé leur prix, est-ce qu'il faut donc lever à 600? Pas que je les tiens à 600? Et vous voyez comment la marge des uns et des autres commence à descendre progressivement. On a vu ça, je pense, au Nigeria avec une entreprise aérienne que je ne vais pas évoquer le nom ici. Elle entre dans le marché et elle propose des vols à 950 $. À l'époque, je parle des affaires 2024, hein, à l'époque, le billet d'avion, c'était 2400 $. Une fois qu'elle a proposé à 950 $, les autres sont entendus. L'autre a commencé à proposer à 450 $. L'autre 600 $. Et on se demandait, bon, le nouveau qui vient d'entrer là, il n'a pas encore la force, il n'a pas encore la capacité. Est-ce qu'il va tenir? Et cette entreprise, elle a fermé. On peut donc tuer une entreprise, tuer une activité avec le levier des prix. La première chose qu'on voudrait dire en réalité, c'est que on est encore à un niveau de production assez limité et il ne faut pas qu'on entre dans des guerres de prix avec quelqu'un qui est un mastodore, quelqu'un qui est un industriel, qui a la capacité non seulement d'avoir une production de masse, ensuite il a une logistique optimisée, il a la possibilité que ce soit distribué rapidement. Si tu vas entrer dans le match des prix avec lui, tu vas mourir avant le temps. On ne va pas affronter un géant sur son propre terrain avec les prix. Ça, c'est la première chose que je voulais que nos acteurs, nos entrepreneurs camerounais puissent comprendre. Et définir aussi d'autres stratégies ou d'autres approches qui peuvent leur permettre de s'en sortir, même quand la production qui vient de la Chine, la production qui vient des importations, a réduit les prix et qu'eux ne s'en sortent plus en réalité. L'une des choses qu'ils pourraient faire, notamment, et j'ai vu Aliko Dangote le faire au Nigeria, c'est la stratégie de la proximité. Ça veut dire quoi? Il veut lancer, c'est-à-dire c'est une stratégie qui vise à être très proche de la population, à être vraiment pas distant, mais véritablement très proche, à avoir une relation de proximité, une livraison très rapide. Par exemple, lorsqu'il a voulu lancer le ciment au Nigeria, il y avait des livreurs de ciment. Qu'est-ce qu'il a fait? Il avait les moyens, Dieu merci. Il a décidé que dans tous les villages reculés, dans tous les arrière-quartiers, qu'il y ait des dépôts de ciment, Simencam. En fait, s'il fallait que tu prennes le camion pour aller en ville, pour aller acheter le ciment, pour venir construire chez toi, il a éliminé cette distance-là et il faisait en sorte que ces produits étaient à proximité des populations. Et donc, quand on est un acteur local, on doit réfléchir à comment est-ce qu'on fait pour avoir la plus grande proximité avec ces gens-là. La deuxième stratégie qui peut être utilisée, c'est la stratégie notamment du levier de la confiance. C'est-à-dire que là, on intègre en même temps le défi de la qualité du produit, plus le défi de la relation avec la population. Les entrepreneurs africains ou camerounais ne sont pas encore très axés en termes de qualité. Anor nous a aidé à démarquer certains, mais en termes de relationnel, ils ne communiquent pas assez. Ils ne sont pas en relation avec la population et ça n'aide pas à leur positionner au niveau même du fait que leurs produits soient un peu des produits culturels. Et la troisième stratégie, je vais sortir par là, il y en a au moins 6 pour laisser la parole aux brillants esprits qui nous accompagnent ce matin de s'exprimer. C'est la stratégie de l'adaptabilité locale. C'est-à-dire que vous êtes des entrepreneurs au niveau local. Je prends le cas de l'agriculture. Vous n'avez même pas étudié les goûts alimentaires d'une population. Pour vous dire, ok, les goûts alimentaires des femmes bêtises ici au centre, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils aiment
manger? En quelle taille? En quelle quantité? Pourquoi est-ce qu'ils veulent exactement cette quantité-là? Ou c'est pour faire quoi avec eux exactement? Quand le Chinois arrive avec son produit, avec ses chips grillés, salés, bizarres qu'on vend là, c'est pas adapté à la culture locale. Et lorsqu'un entrepreneur décide donc de proposer quelque chose où il a étudié la culture locale, qui fait en sorte que la population ou les consommateurs voient ce qui les parle, ce qui les concerne, ce qu'ils connaissent, ils sont beaucoup plus à même d'intervenir sur ces questions-là que sur des produits qui viennent d'ailleurs. Merci, Ibrahim, Maxime, Julien. Alain Douk, ce matin, nous abordons un aspect très important au niveau de l'entrepreneuriat. Le tout n'est pas de se lancer dans une activité, mais si vous avez une activité où vous mettez sur le marché des produits ou des marques, comment fixer les prix? Est-ce qu'on fixe les prix de manière hasardeuse ou alors il faut absolument tenir compte de la concurrence? Voilà. C'est un sujet très intéressant et profond, hein, il faut le dire, parce qu'il n'y a pas que dans l'écosystème national ou local que la problématique de la guerre de prix se pose, même dans le commerce international. Vous avez souvent entendu parler du dumping à une époque que des gens menaient hein, dans le cadre des avantages comparatifs. Je vends moins cher à l'international et je vends plus cher à l'intérieur parce qu'on veut un avantage à l'international sur les autres. Voilà, c'est le type de politique que certains parfois ont mis en œuvre. Bien maintenant, par rapport à ta question sur comment on fait pour déterminer le prix, en fait, c'est la structure des coûts qui permet de chercher quel est le bon prix à appliquer. Alors, j'ai quoi dans ma structure de coûts? Qu'est-ce qui a été pris en compte comme charge au moment de produire? Parce que vous travaillez et vous produisez, c'est dans le but de réaliser une marge. Oui, un bénéfice. Vous n'allez pas venir pratiquer un prix qui est tel que vous travaillez pour rien. On arrive là, les charges ont... Parce que vous êtes généreux. Vous avez fini de produire, vous avez vendu et vous vous rendez compte que ça ne couvre que les charges. Mais tout le monde vous regarde. Les employés veulent le salaire, etc. On ne produit pas pour les beaux yeux des gens. Donc du coup, il y a des postes qui doivent être rémunérés. Si c'est une entreprise à capital action, les investisseurs, les actionnaires attendent des dividendes. Donc il faut une marge. Toi-même, en tant que, quand tu as ton journal parfait, tu veux faire du bénéfice. Tu veux faire du bénéfice. Le commerçant, il faut une marge qui justifie son activité, qui est son salaire en tant que commercial, en tant que, voilà, en tant qu'entreprise commerciale ou en tant que praticien de commerce ou commerçant. Donc c'est de ça qu'il est question. Il faut donc veiller sur la structure de coûts et maintenant regarder aussi à la concurrence. Par rapport à ma structure, la plupart du temps, on veut toujours optimiser sa marge ou son bénéfice. Mais si vous pratiquez un prix qui est tel que sur le marché, vous découragez par le prix la clientèle qui va s'orienter plutôt vers la concurrence qui a des prix alléchants, abordables. C'est un problème. Vous allez donc produire et vous n'allez pas vendre. Ça aussi, vous tenez donc compte de même de la concurrence. Mais alors, par rapport à la problématique de ce jour, on veut savoir donc comment se comporter dans cette guerre de prix. Comment survivre? Comment survivre? Un truc, je pense que c'est Julien qui l'a dit d'entrée de jeu, il a donné un coup de pied dans la fourmilière. Vous n'allez pas suivre bêtement, hein, les gens dans la logique descendante des prix. Parce que vraiment, si c'est une multinationale, vous allez aller suivre la politique d'une multinationale qui a des gros moyens. Elle a les moyens de résister. Non, vous ne pourrez pas. Vous allez mourir. Et justement, des grosses structures capables de produire de façon standardisée à une grande échelle avec des coûts relativement faibles pour eux. Mais si vous commencez à suivre leur politique commerciale, vous allez vous noyer. En fait, même c'est leur stratégie pour vous noyer, pour noyer la concurrence. Vous, donc, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez donc faire une stratégie, notamment appelée la stratégie du judoka. Vous regardez, bon, quel est son segment de marché priorisé? Vous dites, moi, je n'entre pas là-bas. C'est où elle est le moins disante, cette entreprise. Ces gens quelque peu négligés, c'est là que moi je vais entrer maintenant et voir quel est effectivement le besoin de ce marché. Et là-bas, vous êtes quelque peu relativement moins en situation de pression concurrentielle et vous commencez à voir donc quel est le bon prix qu'il faut appliquer là-bas pour satisfaire ce marché
quelque peu négligé. Maintenant, il y a autre chose, mais valoriser ce que vous valez. La multinationale commet forcément aussi quelque part quelques erreurs. Est-ce que son service clientèle est bon? On s'est parlé avec tact, gentillesse, courtoisie aux clients. Il y a ça, hein? Parfait. Il y a ces éléments-là qu'on peut croire totalement périphériques, mais qui peuvent finalement faire la différence. Et vous donnez, vous, de dire non, je garde le même prix, mais je vais faire la différence sur autre chose. Mon service après vente, comment il se comporte, mon système de livraison, peut-être qu'eux, ils ont des défaillances là à ce niveau. Vous jouez sur ce qui va faire la différence et qui constitue vos forces pour vous démarquer et dire par rapport à cette qualité de service là ou par rapport à tel aspect et tel autre aspect, je vais maintenir ce prix parce que je peux fidéliser ma clientèle sur les critères en question. Merci. Hein. Merci Alain Douk. Samuel Mbonjok. Certains qui mettent des produits sur le marché pensent toujours que c'est en vendant à un prix moins cher qu'on est sûr d'avoir la clientèle. Est-ce que parfois cela ne constitue pas une erreur? C'est-à-dire, je prends un exemple, vous arrivez au niveau du marché des chaussures, vous vendez les mocassins. Habituellement, les mocassins, c'est un exemple, hein, c'est autour de 10 000 francs. Vous vous dites, bon, ok, moi j'arrive pour avoir de la clientèle, moi je vais vendre mes mocassins à 2 000. Est-ce qu'à un moment donné, même, ces mêmes clients ne risquent pas fuir en se disant, ces mocassins qu'on vend à 2 000 là, est-ce qu'elles sont vraiment de bonne qualité? En fait, ma question était celle de savoir si le fait de fixer les prix reste une affaire primordiale. Oui, parfait. Ici, c'est une question qui relève essentiellement de l'économie. Et je vais dire que les politiques... Il y a plusieurs aspects qui peuvent entrer en compte. L'économie, le marketing, la publicité, la communication. Oui, en fait, généralement, on appelle tout ça l'économie. Parce que nous qui avons quand même fait les sciences économiques, on comprend un peu mieux ça. Mais je vais dire que le problème que nous avons, c'est le choix du système économique qu'un pays doit adopter. Il y a une politique économique que chaque pays adopte. Et le Cameroun est axé sur l'économie libérale. Et lorsqu'on choisit le modèle économique libéral, c'est pour ça qu'on se retrouve dans une situation, je veux dire, incontrôlée, dans laquelle nous nous trouvons. Parce que dans une économie libérale, la base, c'est la fixation des prix qui est laissée libre cours au marché. Et là, on parle de l'offre et de la demande. Et c'est ça la base de l'économie libérale. Et lorsque vous avez une politique économique... C'est pas totalement libéral, je sais pas moi, c'est pas exacerbé. C'est pas libéral strict. Voilà, parce qu'il y a des interventions gouvernementales. C'est pour ça que je veux donc revenir. Effectivement, c'est pour ça que je veux donc revenir maintenant sur le rattrapage que le gouvernement, que l'État veut faire en mettant sur pied un ministre du Commerce. Mais sauf que dans une économie libérale, on est déjà sur la base de ce que l'offre crée sa propre demande. Les prix sont fixés en fonction des variables de l'offre et de la demande. Ça, c'est les sciences économiques. Maintenant, lorsqu'on a faussé à ce niveau, sur le choix de la politique économique qu'on adopte dans un pays, on essaie maintenant d'avoir un ministère du Commerce qui va venir essayer de jouer les régulateurs des prix. Mais là, le ministère ne peut pas agir de façon efficace. Et aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où même la direction des prix du ministère du Commerce n'arrive pas à contrôler les prix sur le marché parce qu'ils sont butés au fait que nous sommes dans une économie libérale, les producteurs et les vendeurs vont fixer leur prix en fonction de leur coût. Et c'est ça l'échec de la politique économique. Quand vous voyez à quel niveau les économistes purs Samuel, je vais te redonner la parole tout à l'heure. Vous dites que le Cameroun est sur le libéralisme. Le libre-échangisme, il faut comprendre. Hein. Oui. Parce que les gens, on ne va pas forcément nous dire ça en amphithéâtre. Parce qu'il faut déjà que tu comprends que même dans notre système éducatif, c'est très endoctrinatoire. Effectivement. Par moment, il faut un peu de recul et être critique vis-à-vis de ce qu'on nous a enseigné. Effectivement. Tu te rends compte que le libre-échangisme, le libéralisme, en réalité, c'est une doctrine, une doxa économique impériale. Ils ont intérêt, justement, dans la structuration de l'économie mondiale,
capitalistes, ils ont un avantage comparatif sur vous. Ils ont donc intérêt à ce que vous vous ouvriez. Vous ouvrez, effectivement, c'est ça que vos marchés soient pénétrés. C'est pour ça. Voilà, Effectivement. sur lesquels ils ont les avantages à tous les niveaux sur vous. Effectivement. Et ça, donc, si vous ne vous permettez pas un minimum de protectionnisme, vous êtes mort. Vous êtes mort. C'est non pour cette raison que nous sommes dans la situation où nous sommes là. Et il faut comprendre que même l'État ne peut rien faire au niveau des prix. On va essayer de faire du saupoudrage, mais nous avons choisi une politique économique qui est basée sur l'économie libérale. Et vous allez voir que nous avons des abus énormes au niveau de la fixation des prix. Vous voyez, il y a ce qu'on appelle la concurrence également qui intervient sur le marché. Parce que lorsqu'on parle de l'offre et de la demande, il y a la concurrence qui intervient. Et la concurrence doit être pure et parfaite. La concurrence doit être... Qu'on face aux concurrents internationaux. Dans une économie normale, dans une économie... la concurrence doit être pure et parfaite. Dans une économie de marché. Mais lorsque nous sommes dans une économie libérale, la concurrence ne peut plus être pure et parfaite. Là, elle devient une concurrence déloyale. Et quand on entre dans une concurrence déloyale, on est dans le côté pervers de l'économie. Vous voyez quelqu'un qui est importateur de poissons, pêcheur de poissons en haute mer, qui vient être détaillant de poissons. Vous voulez parler de qui pour le Mais vous comprenez donc que dans une économie comme celle-là, et qui sont tenus par les piliers du régime RDPC, vous comprenez qu'on est dans un échec total de l'économie. C'est ce que je veux faire comprendre. Quand les économistes purs, comme le Dieudonné Somba, comme le grand professeur d'économie, vous parlez de ça comme le professeur Bekolo Ebe, qui nous ont enseigné à l'université à Douala. Vous parlez de ça, on est tête de pestiférés et qui ne comprennent rien à rien. On prend des politologues qui vont venir vous raconter des vertes et des pas mûres qui ne comprennent rien dans rien. Lorsque le chèque à ce niveau est consommé, on ne peut plus rien faire. Même le prix du riz sur le marché ne peut pas être contrôlé par le ministère du Commerce. Parce que les mastodontes qui importent le riz, on ne va pas les citer ici, sont les détaillants de ce riz. Et on va se retrouver avec des prix qui contrôlent toute la filière. Aujourd'hui, on ne peut plus avoir une poissonnerie. Parfois, ici, il y a 20 ans aujourd'hui, on avait des poissonneries qui avaient des multiples noms. Aujourd'hui, tous les poissonniers là ont disparu parce que vous ne pouvez pas faire la concurrence déloyale avec quelqu'un qui part pêcher le poisson en haute mer et il vient vous revendre ça dans les médias. Loyal, la concurrence loyale, c'est lui qui est déloyal. Donc, voilà à quel niveau se situe donc la guerre des prix. Très bien. La guerre des prix aujourd'hui existe parce que nous avons choisi une économie centrée sur le libéralisme, qui est un mauvais régime en économie, qui jette à la vindicte populaire le consommateur, qui n'a que ses yeux pour pleurer parce que le producteur va vous dire que j'ai dépensé tel coût pour avoir mon produit. Une maman qui va payer son plantain je vais dire ici à Ouala ou à Fanoyon ou bien au pont de l'enfance, revient ici avec des coûts exorbitants, vous vendez le plantain à 8 000 francs. Qu'est-ce que le ministre du Commerce va venir lui dire? Comme il dit que le prix du plantain à 4 000, c'est lui qui est parti acheter ça. La mère va dire au ministre que monsieur, allez acheter le plantain, venez vendre. C'est pour ça qu'on est aujourd'hui arrivé avec des marchés périodiques. Le ministre du Commerce commence à être un commerçant. Ils font les marchés périodiques là pour le saupoudrage parce qu'ils sont conscients qu'ils ne peuvent pas agir sur les prix. L'économie choisie, le modèle économique choisi par le Cameroun ne peut pas permettre de contrôler les prix. Et ils font donc ce qu'ils font là, les marchés périodiques, on dit qu'on vend le kilo de viande à 2400 là-bas. Tout le monde court pour aller à l'Omnisport pour acheter le kilo de viande. Donc, nous allons quitter Armendong pour aller acheter le kilo de viande à l'Omnisport à 2400. Mais en termes de... Vous comprenez donc qu'ils ont échoué. Ils ont échoué complètement. C'est pour ça qu'ils rattrapent en faisant les petits marchés périodiques là et tout pour montrer qu'on peut aussi avoir un prix pareil. Mais ils ne peuvent pas le faire parce que le commerçant étant libre de fixer son prix. C'est pour ça qu'il y a quelques produits qui sont des produits de première nécessité, comme la bière et autres. Ils essaient de pondérer les prix, mais ils ne peuvent pas le faire sur le marché global parce que c'est impossible. On comprend que vous avez élargi le sujet. Hein? Docteur Essala, pour le cas quand même du Cameroun, est-ce qu'on devrait laisser chacun de fixer son prix comme il veut et comme il entend, ou alors, pour un pays pauvre et très endetté, le Cameroun a le devoir de contrôler la fixation des prix? Bien, nous sommes donc dans un système économique qui est à cheval entre ce que l'aîné disait tout à l'heure,
un système de libéralisme économique et un système qui se veut contrôlé par le ministère en charge du commerce. Déjà, si on parle de la guerre des prix aujourd'hui, nous devons savoir que lorsqu'on parle de guerre des prix, c'est parce que en économie, il y a la volonté de l'agent économique de maximiser son profit et de tirer des gains de son activité. Voilà pourquoi l'économiste Adam Smith disait que le fait de maximiser son gain et de tirer profit de son activité est naturel et légitime. Pourquoi? Parce que même en tirant son profit de façon individuelle, l'individu participe même inconsciemment à l'activité nationale ou au profit, à l'intérêt général. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, pour répondre à votre question, nous pensons qu'au Cameroun, le ministère peut effectivement, s'il veut, contrôler les prix, mais on ne peut pas fixer les prix sur toutes les denrées alimentaires. Il y a certaines denrées alimentaires qui sont identifiées, on dit les denrées de premier nécessité, comme le prix du riz, le prix de la bouteille de gaz et consorts, qui sont des prix connus de tous. Mais en même temps, ces gens qui sont censés réguler cette activité du contrôle des prix ont encore favorisé deux types de phénomènes qu'on observe au Cameroun. Il y a ce qu'on appelle généralement la tolérance administrative et la corruption qui gangrène cette société. La tolérance administrative, on vous dira en ce moment que non, il faut laisser chacun faire comme il veut. Parce que lorsque vous partez, le ministère du Commerce a ses agents dans tous les départements. Dans tous les départements, ils font parfois des tournées, des descentes sur le terrain pour venir dans des boutiques. Vous arrivez dans une boutique à Yaoundé ou à Douala, vous voyez le prix sur un sac de riz. Lorsque vous partez à la caisse pour payer, on vous dit non, ce n'est pas le prix. Là, vous allez ajouter au moins 1 500 ou 2 000 francs de plus. C'est-à-dire on met des prix dissuasifs. Le prix du ministre du Commerce. On met des prix dissuasifs. Or, ils sont au courant de ce qui se passe. Mais lorsque les agents viennent sur le terrain, qu'est-ce qu'ils font? On les amène quelque part dans un coin, on leur glisse quelque chose. Et puis, bon? ils valident. C'est comme ça se passe. Ils vont tous dans les quartiers, on voit comment ça se passe. Si on les marchés là pour arnaquer les commerçants. Je pense que le sujet dit quand même que nous sommes dans la guerre des prix, comment survivre. Hein. On voit le marché entre des unités de production. Mais là, vous êtes en train de ramener l'affaire à la politique des prix. Voilà pourquoi c'est un peu élargi là-bas. Ah, d'accord. Mais avec des choses intéressantes qui ont été dites. Parce que là, dans le cas d'espèce que tu as évoqué, on ne peut pas parler de guerre de prix quand on est dans un système où des gens ont des monopoles. Quand on parle de guerre de prix, on voit des concurrents. Des gens ont des monopoles ou des oligopoles. Il faut parler de quelque chose. Merci. Le docteur Salah qui avait la parole. C'est donc pour dire qu'on ne peut pas permettre à chaque opérateur économique ou à chaque acteur économique de fixer son prix, non. Ou mieux, on peut même le laisser faire, mais il faudrait qu'il y ait une autorité de régulation des prix qui est censée non pas être là pour fixer les prix, mais pour contrôler au niveau de l'inflation des prix. Oui. Pour qu'on essaie un peu de garder un équilibre entre le niveau de vie des Camerounais, le niveau de PIB, l'évolution des prix sur les marchés et tout. C'est un peu comme ça que ça se passe dans les pays occidentaux, un peu dans ce modèle. Mais ici, nous sommes encore dans un modèle que de l'inflation, le taux d'inflation. Voilà. Où un opérateur peut arriver, quelque part, il fixe un prix pour faire une concurrence à un autre. Mais là encore, ça va jouer sur la qualité des marchandises, la qualité des aliments ou la qualité du matériel. Il y a encore une agence ou toute une agence ici au Cameroun, je crois, c'est ceux qui sont censés contrôler la qualité du matériel, ils sont situés à Bastos. La Nord. Bon, on ne sait pas vraiment si elle aussi fait réellement son travail à tous les niveaux. Parce qu'il faut qu'il y ait une concordance entre la qualité et le prix. Maintenant, puisque nous sommes dans un système camerounais où l'État a quand même dit qu'il y a certains pôles où on fixe des prix, mais le même État crée encore du désordre. Désordre dans quel sens? Vous voyez, par moment, vous avez parlé des marchés périodiques. Il y a un temps, on nous a dit on vend des sacs de riz à 15 000 francs à la poste centrale. Tout le monde sérieux pour payer les sacs de 15 000. À un moment donné, 2 semaines plus tard, l'activité a disparu. Et on dit maintenant, le sac de riz coûte 25 000. Finalement, quels sont les prix standards? Quelle était la qualité de ce riz qu'on vendait là-bas? Ça pose un problème de concurrence, puisqu'il y a des commerçants qui paient des licences de commerce, il y a des commerçants qui payent des taxes, qui payent des impôts pour vendre ces sacs de riz. Mais lorsque l'État même vient faire une concurrence déloyale à ceux qui sont ses partenaires, au niveau des activités commerciales, ça pose un problème. Merci. Avant que Ibrahim ne reprenne la parole, parce qu'il la demande, nous allons d'abord passer la parole à Maïmouna. Maïmouna, finalement, comment devrait se comporter un entrepreneur pour avoir le bon produit au meilleur prix? Merci beaucoup, Parfait. Tu as touché les entrepreneurs qui m'intéressent beaucoup parce qu'avec
tous les débats qui ouais, il y a Samuel qui est en train de nous éloigner. Ah oui. Mais avec son économie libérale, l'économie de marché. Puisque moi, je me demande souvent, est-ce qu'on est même dans une économie libérale, avec le monopole passé là? Mais ça, c'est pas mon problème. Je me concentre sur cette fête des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs qui sont en train de tout lâcher. Première raison, c'est les prix. Deuxième raison, les qualités des produits qu'ils ont. Parce qu'aujourd'hui au Cameroun, vous constatez que les produits locaux sont plus chers que les produits qui sont importés. Effectivement. C'est quoi la raison? Est-ce que c'est la qualité? Il n'y a pas le coût de production. Donc, ça veut dire que d'abord, la méthode de production, est-ce que ça nécessite d'abord une bonne qualité? Est-ce qu'il y a les matériaux pour produire? Les jeunes entrepreneurs, est-ce qu'ils ont d'abord assez de capital? Est-ce que tu vas aller échanger avec un grand producteur et tout ça? Voilà. Oui, tu peux faire dans la poissonnerie, mais il y a les grands producteurs. Et toi, tu es un petit start-up là, tu veux t'en sortir. Ça veut dire pourquoi vous restez seulement au niveau de la poissonnerie? Il y a également ceux qui produisent du vin, il y a ceux qui produisent des chaussures, des habits. Mais vous faites une fixation sur la poissonnerie. C'est visible. La consommation. Ça, c'est la blague des produits qui sortent chaque jour, les produits alimentaires. À grande consommation. Dès qu'il y a un touche de prix sur les produits alimentaires, ça affecte presque tous les gens. Tout à fait. Et les jeunes entrepreneurs aujourd'hui, les matières premières sont les produits alimentaires qui font dans les transformations, le manioc, plantain et tout. Donc ils se dépensent sur ça. Dès que tu pars au marché, tu trouves un sac de manioc à 7 000. Même si tu veux faire les chips de manioc ou le watafu et tout, le prix va augmenter. Donc moi je pense que le gouvernement n'a pas déjà, enfin on n'est pas déjà au niveau où le gouvernement peut contrôler les prix au Cameroun. Le ministre des Commerces, lui, peut influencer et tout, mais est-ce qu'ils vont aller dans les villages? Parce qu'il y a les villages où tu achètes un jus original ou sans publication à 1500. Est-ce que tu vas aller là-bas contrôler les prix? Donc ça dépend aussi de la démographie et tout ça. Donc voilà ce que moi je pense. Hein. Et parfois ici, c'est pour ça que le gouvernement a opté sur la SND 30 basée sur l'import substitution. C'est pour ça que je vous dis que dans les sciences économiques, vous aimez les grosses expressions. L'import substitution. Mais c'est le gouvernement qui... C'est tellement beau lorsqu'on en parle. Mais dans le fond, on ne voit rien. Rien du tout. C'est donc pour ça que la production locale... La SND 30. C'est pour ça que la production locale... L'autre qu'on avait d'abord discuté, ça va donner quoi? Voilà. Non, c'est pour dire la SND 30. Ce que je voulais dire, c'est que le DSE avait d'abord donné quoi? L'import substitution était pensé pour que la production locale augmente et que la consommation soit locale et que ça influence les importations. Mais ça n'a pas donné 6 ans plus tard, nous sommes en 2020. Nous sommes dans il reste 4 ans, hein. SND 30, c'est de 2020 à 2030. Est-ce qu'on a d'abord fait le bilan du DSE? Voilà. L'État devait donc financer la production locale. On l'a fait. L'État devait donc subventionner. Donc, ce que je voulais dire, c'est que l'État devait, un État normal, comme on avait pensé, devrait subventionner les producteurs locaux pour augmenter la production locale afin de réduire les importations, et cela devait équilibrer les prix. Hein? Il faut un peu l'équation. Mais quand on a échoué à ce niveau, on se retrouve encore dans la situation hantée où on était avant l'impôt substitution. Merci, et même plus en dessous encore que cela. Et les prix sont les plus élevés possible. L'inflation a explosé. On vous dit que l'inflation au Cameroun est à 7%. On vous dit que l'inflation au Cameroun est à 7%. Mais lorsque vous allez acheter le fer ou bien le riz ou bien ceci, vous vous rendez compte que le prix a pratiquement doublé. Et on va vous parler de l'inflation qui est maîtrisée à 7%. Ce sont vos économistes qui disent ça. Mais les économistes que vous avez là. Alors, nous allons partir au niveau de notre messagerie. Bonjour Perfecto. Et c'est un message qui nous vient de plus 49, c'est l'Allemagne. Bonjour Perfecto, j'espère que vous et l'ensemble du panel, vous portez bien. Je pense aussi. Pour la thématique du jour, j'aborderai un autre aspect du problème. L'un des problèmes majeurs au Cameroun, notre complexe
peut-être vous voulez d'une autre complexité sociale. Hein. On observe à maintes carrefours des personnes délaissées, des mères vendant, des avocats pour acheter le même fruit à prix exorbitant dans une grande surface. Même constat dans les bars, restaurants et magasins. Acquérir un produit dans une enseigne prestigieux, parfois de moindre qualité, devient une preuve de réussite sociale, simplement parce que la facture atteste du passage en ces lieux pauvres Cameroun. Rendez-vous demain à 10h. Bonne continuation, l'homme de l'ombre. Un autre message ce jour, que dit ce téléspectateur. Bonjour, parfait Haïssé, ainsi qu'à votre panel. Pour répondre à votre question concernant le thème, objet du débat, je vous retourne la question. Je pense que vous êtes mieux placé vous-même et Alain pour répondre à cette question. Nous voyons comment Info TV résiste à la concurrence et s'impose aujourd'hui sur le plan national et international. Merci, c'est Blaise de Douala. Belle observation. Ok, Blaise. Sauf qu'on ne vend pas les arachides. Sauf qu'on ne vend pas les arachides ici. Un autre message. Hein? Bonjour, le guerrier de la modération. J'ai une question pour les panélistes. Un business de montres de luxe made in Cameroun peut-il avoir pignon sur rue? Faut-il tout miser sur un marketing de luxe? Quelqu'un pour répondre? Tu prends Oui, ou je mais... prends? Vas-y. Dans notre contexte, il faut invoquer quand même un certain nombre d'arguments et de facteurs d'ordre psychologique. Parce qu'on est programmé mentalement à croire que le luxe et tout ce qui va avec, la qualité, ça vient d'ailleurs, pas de chez nous. Donc, mais s'il y a une politique qui justement vise à promouvoir l'entrepreneuriat local et inclut cet entrepreneuriat qui veut faire dans un certain luxe, et on prend donc des mesures tant de promotion que de protection de tel secteur. Là, on commence à percevoir que bon, il y a une volonté et ça va jouer. Et il y a le volet communication aussi qu'il ne faut pas oublier. Parce que vous pourriez aussi avoir le meilleur des produits. Si on ne communique pas assez sur le produit en question, je pense qu'il y aura un problème. Et d'ailleurs, même dans la guerre de prix, on l'a dit, hein, on va peut-être revenir là-dessus. Pour l'emporter dans la guerre de prix, quand vous ne pouvez pas suivre la politique de prix d'un concurrent, vous pouvez miser sur la com pour renforcer l'image de marque. Donc, un luxe camerounais, il faut déjà que les Camerounais veuillent consommer du Made in Cameroun. Ça, c'est très important et que des mesures d'accompagnement, de promotion, de visibilisation de telles initiatives se prennent. Parfait.